Les scientifiques sont de plus en plus d'accord pour dire que c'est l'homme lui-même qui causera sa perte. Et il semblerait que le trou dans la couche d'ozone n'en soit pas la cause. Voilà une catastrophe écologique qui tend vers l'amélioration. Et cela mérite bien d'être relevé, tant ça revêt aujourd'hui un caractère exceptionnel. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, il y a fréquemment des entreprises ou des pays qui ne respectent pas les protocoles d'accord. Mais depuis quelques années, les CFC ne sont plus censés être produits. Ces chlorofluorocarbures ont été utilisés par l'industrie du froid. On mettait du fréon dans les réfrigérateurs, dans les climatiseurs, mais aussi dans d'autres industries pour leurs propriétés très intéressantes et leur faible coût de revient. Mais en 2009, 196 pays signent le protocole de Montréal, qui a pour objectif de réduire et à terme d'éliminer complètement les substances qui réduisent la couche d'ozone. Les CFC ne seraient donc pratiquement plus produits. Il faudra encore de nombreuses dizaines d'années avant que le trou de cette couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets se referme, mais ce risque de fin du monde par radiation excessive semble bel et bien écarté. Une catastrophe écologique évitée grâce à l'engagement pris par la quasi-totalité des pays. C'est une bonne nouvelle. Je n'en ai malheureusement pas d'autres à vous annoncer. Oh, il y a, c'est vrai, en matière d'écologie, des avancées considérables, même certaines qui étaient inespérées il y a quelques années seulement. De quoi se réjouir, me direz-vous? Oui, mais voilà, les experts scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme il y a des dizaines d'années maintenant. Le délai et l'ampleur des réactions n'est malheureusement pas à la hauteur des impératifs. Et de nombreux indicateurs sont à des niveaux très alarmants. L'égoïsme de l'homme est la cause de bien des malheurs d'aujourd'hui. Je citerai en vrac, près d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées dans le monde et 2 milliards souffrent de malnutrition, alors que les productions agricoles suffiraient largement pour nourrir tous les êtres humains. Dans les pays riches, un pourcentage important de la population souffre d'obésité et meurt de surconsommation. On ne tient toujours pas compte dans les calculs de croissance, ni de la dégradation de l'environnement, ni du bien-être de la population. L'atmosphère est de plus en plus polluée. Les glaciers millénaires du globe fondent à une vitesse extrêmement rapide. Des millions de personnes sont menacées par la hausse du niveau des mers. Le nombre et l'intensité des tempêtes, cyclones et autres catastrophes naturelles augmentent de façon alarmante. De plus en plus de zones sont en proie à la sécheresse et risquent la désertification. Les inégalités entre les riches et les pauvres s'accroissent toujours plus. Il y a 600 millions de voitures dans le monde et le nombre de camions et d'autobus atteint 250 millions. L'accroissement de la consommation de viande augmente d'autant plus la production de méthane, gaz à effet de serre 10 fois plus puissant que le gaz carbonique. L'accroissement de la consommation de viande accroît la déforestation. La liberté de choix thérapeutique est de plus en plus bafouée. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés tend à se généraliser sur la planète, au mépris du principe de précaution et de l'opinion publique. L'agriculture intensive avec épandage d'engrais et de pesticides se répand toujours plus. L'agro-industrie empêche les paysans de prendre leurs semences dans leurs récoltes. Les mégalopoles sont de plus en plus nombreuses et avec elles les bidonvilles. La corruption règne partout sur la planète. En Europe, elle est reconnue. Les laboratoires industriels versant un montant important de leurs bénéfices aux députés. Les nappes phréatiques de la planète manquent d'eau. Les réservoirs d'eau sont de plus en plus pollués et l'eau potable est de plus en plus rare. 5 millions de personnes meurent chaque année pour avoir consommé une eau polluée. L'irrigation massive de l'agriculture intensive pollue l'eau et la gaspille. 40 à 60% de l'eau épandue s'évapore et ne sert pas à la plante. La mer d'Aral a perdu les 2 tiers de sa surface à cause de la culture du coton. Les zones humides, écosystèmes extrêmement riches en espèces tant animales que végétales, sont menacées. Partout dans le monde, elles sont asséchées pour libérer des terres agricoles, pour des aménagements industriels ou touristiques. Les océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la planète et le maintien de la vie. Ils sont remplissent de produits chimiques, de métaux lourds, d'hydrocarbures. La destruction des récifs coralliens témoigne de la souffrance des océans. La surpêche vide la mer de ses poissons, traqués par des bateaux de plus en plus puissants qui traînent d'immenses chaluts ou fausses de longs filets. Les marées noires constituent des atteintes graves au milieu océanique. Le dégazage des pétroliers se poursuit comme si de rien n'était. Le ballastage des navires est responsable de déséquilibre des écosystèmes marins. On déclenche des incendies gigantesques pour déforester. Le courant El Niño, perturbateur, s'accentue, alors que le Gulf Stream, régulateur, est menacé. Le sol, victime de la surexploitation, s'épuise. Il est de moins en moins fertile, de plus en plus sujet à l'érosion, de plus en plus acide. L'épandage, sans précaution, de pesticides a tué la vie biologique du sol. L'arasement des haies augmente les risques d'inondation. La pollution chimique des sols est extrêmement préoccupante. Azote, phosphore, solvants, métaux lourds, hydrocarbures, polyaromatiques, dont beaucoup sont hautement cancérigènes, difficiles à dégrader et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Les pays riches continuent de mépriser et d'exploiter les pays émergents, favorisant par là les conflits et la haine. La biodiversité est gravement menacée. Elle garantit pourtant l'équilibre écologique de la planète. Mais on estime que 1% des espèces disparaissent chaque année. Nous vivrions une nouvelle extinction massive, dont le responsable, cette fois, est l'homme. Les populations animales des espèces forestières ont diminué de 15% en 30 ans, les espèces marines de 35% et les espèces d'eau douce de 54%. Les solutions aux recherches énergétiques que l'on trouve sont toujours moins respectueuses de l'environnement. Le gaz de schiste, les forages en Arctique. Un Français génère 1,5 kg de déchets ménagers par jour. Les pays industrialisés se débarrassent de leurs déchets les plus toxiques en les exportant vers les pays en voie de développement. Après plusieurs accidents nucléaires majeurs, très peu de pays ont fait marche arrière dans leur programme énergétique. La France a la plus forte concentration de réacteurs par nombre d'habitants et continue d'allouer la majeure partie de son budget de la recherche énergétique au nucléaire. Des maladies qu'on croyait en voie d'éradication sont en pleine recrudescence. Des maladies nouvelles apparaissent. Les guerres à travers le monde ne tarissent pas, loin de là.
L'empreinte écologique d'une personne correspond à la surface nécessaire pour assurer sa consommation. Si toute l'humanité vivait au rythme des Français, il faudrait des ressources de 3 fois ce que peut produire notre planète pour satisfaire tout le monde. Notre empreinte écologique est excessive et immanquablement, les choses devront évoluer. Un ancien président disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Malheureusement, ces belles paroles n'ont pas été suivies par des mesures concrètes. Il faut très vite des actes et chacun de nous est responsable. Oh, nous pourrons encore vivre, même sans doute très confortablement jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne vivrons pas la fin des mondes. Mais qu'en sera-t-il pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants et pour leurs enfants? Nous sommes tellement préoccupés par notre confort que nous risquons bien de leur offrir des conditions de vie bien difficiles, si toutefois ils voient le jour. Si la menace nucléaire, civile ou militaire est bien réelle, nous aurons peut-être la chance de l'éviter. Par contre, le réchauffement climatique est bel et bien engagé. Ce que nous ne savons pas, c'est dans quelle mesure il y aura un phénomène d'emballement. À quel point y aura-t-il libération du sulfure d'hydrogène des océans? À quel point y aura-t-il libération du méthane contenu dans le pergélisol, le sous-sol de certaines régions froides qui est gelé en permanence? Des réactions en chaîne seront-elles déclenchées, accélérant le processus des catastrophes de façon terrible? La fin de l'humanité pourrait alors arriver bien avant l'heure. Ce que nous savons, c'est que même dans le plus optimiste des scénarios, la température moyenne de la planète va augmenter et que cela va entraîner infailliblement des événements qui ne joueront pas en notre faveur, comme l'augmentation des maladies infectieuses, la hausse du niveau des océans ou des pertes de biodiversité. Je parle ici bien de la fin du monde, synonyme de fin de l'humanité, car, comme le dit Hubert Reeves, nous pouvons tout détruire. La Terre, elle, ne versera pas une larme. En effet, même si toutes nos armes de destruction et toutes nos centrales nucléaires explosent, même si le climat s'emballe et que la température augmente de 15 degrés, la Terre vivra encore quelques milliards d'années. Il lui faudra des milliers, peut-être des millions d'années pour se refaire une santé, ce qui équivaut tout au plus pour nous à une semaine au lit avec une mauvaise grippe. Mais l'humanité, elle, ne sera plus là. Voilà, selon moi, comment la science envisage, dans l'état actuel de nos connaissances, les différents scénarios de fin du monde.